Bonjour, bonjour Elodie, bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Elodie, vous voulez nous dire quelques mots Ouais, peut-être en allez, introduction? je fais comme d'habitude, hein. Donc, je suis ravie d'introduire ces rendez-vous de droit du travail numéro 5 déjà. Donc, ça fait maintenant quasiment 2 ans hein, que nous organisons cette séquence puisque nous en faisons régulièrement et on vous réexpliquera un petit peu la fréquence et ce qui va se passer, les événements suivants d'ici la fin de l'année. Donc, je remercie vraiment très fortement Arnaud, qui est notre expert spécialiste reconnu, que vous connaissez maintenant très bien, puisque c'est lui qui anime ces rendez-vous droit du travail depuis tout ce temps. Donc, merci beaucoup Arnaud de votre expertise et puis surtout de rendre concret en fait l'actualité institutionnelle, jurisprudentielle de droit du travail. Donc, vraiment, vous êtes un expert reconnu. Et les organismes locaux ont l'occasion vraiment de nous féliciter et d'être très satisfaits de pouvoir aussi nous écouter en replay. Donc merci aussi Sylvain et Mathilde pour la technique. Et effectivement, de permettre à nos collègues et à nos clients de pouvoir bénéficier d'une expertise de votre part, qui est une expertise en plus qui nous permet d'avoir des temps courts. Et vraiment, merci de tenir ce format. Et nos collègues nous disent aussi qu'ils sont ravis de pouvoir avoir une interactivité avec vous. Donc, je suis sûre que ça sera pareil pour tout à l'heure. Voilà. Merci, à tout à l'heure. Merci Elodie. Merci. Alors Arnaud, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on a tenu compte de vos préconisations. On a fait un petit sondage sur le dernier webinaire Paix en poche et vous préférez l'horaire 14h-15h. Donc les C'est ça. prochains événements auront lieu de 14 à 15h pour 15. tenir Ouais. compte de vos souhaits. Voilà. Et puis oui, on reviendra sur le programme Ouais. du semestre qui vient, qui sera Ouais. chargé avec plein de bonnes nouvelles à vous Ouais. annoncer. Mais on va tout de suite commencer avec le programme, Arnaud, si tu veux bien. Super. Eh bien écoutez, on va pouvoir démarrer. Donc Oui, moi je j'oubliais effectivement l'essentiel, Arnaud, l'interactivité. Oui, vous C'est pouvez ça. poser vos questions avec l'option QR, mais vous commencez à connaître la manière de procéder, hein. Vous avez un petit logo QR, vous pouvez poser vos questions et puis Arnaud y répondra au fil Il du est très fort. webinaire. Alors peut-être dire là, vous êtes 195 là, participants en live à cette heure-ci, ça va monter puisqu'on a l'habitude. Vous étiez plus de 400 inscrits, c'est la première fois qu'on 405, ouais. obtient ce nombre d'inscrits à cet événement. Donc, on prend 100 inscriptions de plus depuis quelques Hmm. événements. Donc, c'est très encourageant et on vous remercie. Voilà. Et Arnaud, je te laisse la parole pour le programme du jour qui est très chargé. Merci beaucoup. Alors ce que je voulais aussi signaler, c'est que c'est intéressant sur les participants parce qu'on Hmm. s'aperçoit que on a bien sûr des personnes du régime général qui travaillent dans Ouais. le régime général de la sécurité sociale. Alors, ce qui est intéressant pour les personnes qui travaillent dans le régime général, c'est qu'on a des personnes qui sont agents de direction ou responsables ressources humaines ou agents des services ressources humaines, mais également des personnes qui sont complètement en dehors des C'est ressources ça. humaines et c'est vraiment fait pour vous Hmm. parce qu'on essaie de vulgariser au maximum. Hmm. Deuxième élément qui est intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de personnes qui sont en dehors de l'institution du régime Hmm. général de la sécurité sociale. Il y a par exemple des collègues d'entreprise, des personnes d'entreprise qui travaillent dans les entreprises ou des étudiants qui sont amenés à assister effectivement à cette conférence. Donc rassurez-vous, on va être dans la vulgarisation du droit et on va être sur les grands principes. On ne rentrera pas forcément dans des détails techniques extrêmement touffus, mais on reste dans les grands principes qu'on va essayer, comme l'a dit Elodie, de concrétiser et d'illustrer. Voilà. Donc, ce que je vous propose effectivement d'aborder, c'est donc 5 points. Dans un premier temps, on verra la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative. D'accord. Deuxième chose qu'on abordera, c'est la loi du 22 avril 2024, plus précisément dans son article 37, sur l'impact de la maladie sur l'acquisition et la prise de congés payés. Donc là, il y a beaucoup de choses effectivement qui ont évolué. C'est peu de le dire. Puis on abordera 3 décrets sur tout ce qui est lié au contrat de professionnalisation et au CPF. Puis enfin, on abordera les projets en cours. Alors, c'est une occasion de vous dire aussi ce que deviennent les projets en cours. Ça peut être intéressant. Et enfin, on abordera bien sûr une actualité jurisprudentielle qui est très riche. Donc, on a, nous, sélectionné 5 arrêts par rapport à cette actualité jurisprudentielle. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, on va commencer par la loi visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative. Donc, ça me permet de revenir sur pas mal de notions et de voir un petit peu dans le droit ce qui permet de favoriser cette vie associative. Donc, au préalable, on va vous demander de répondre à un certain nombre de questions. Donc, voilà.
Vous allez faire ce qu'on Alors, appelle on un va mur de mots. utiliser le petit outil que vous avez maintenant, vous connaissez bien. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, voilà, comme on vous le disait, hein, c'est l'interactivité. Donc, vous avez une petite, normalement, pop-up qui vient d'apparaître sur votre écran. Vous pouvez donc répondre à la question: que savez-vous de cette nouvelle loi en faveur de l'engagement bénévole? Donc, réponse libre: quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit pour constituer ce mur de mots? Rien, par choix des réponses. Eh ben, c'est parfait. Arnaud va pouvoir vous éclairer du coup. Et on attend un Peut-être qu'il y a petit autre peu pour chose, pouvoir. CPF, Oui, oui, simplification, tout oui. à fait, très très bien, parfait, ouais. OK. Voilà, rien du tout. Moment, statut, temps, simplification, conciliation. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, effectivement. Là, on parle du CEC, donc très très bien. Rien du tout, pas grand-chose. Bah, ça tombe bien parce qu'on va en parler. Congés, ouais, effectivement, vous avez parfaitement raison. Il y a quelque chose sur les congés d'engagement associatif dont on va parler, effectivement. Voilà, voilà. Ouais, le statut du bénévole, très très bien, parfait, ouais, très très bien. Eh ben, écoute, il y a déjà beaucoup de choses que, que vous êtes amené à savoir. Donc, eh ben, écoute, on peut peut-être arrêter là si tu en es Ouais. d'accord, Sylvain. Donc, je vais vous parler dans cette loi. Hop. Tout d'abord, effectivement, des choses qui sont applicables, c'est-à-dire qui sont applicables ici et maintenant, c'est-à-dire que c'est déjà fait. Puis on verra dans un deuxième temps ce qui a besoin d'un décret. Alors, première chose qui me paraît vraiment intéressante, c'est l'assouplissement de la mise en œuvre du mécénat de compétences. Alors, qu'est-ce que c'est que le mécénat de compétences? Ça consiste pour une entreprise. Hein. Alors, quand on parle de 6 jours, on parle de 6 jours ouvrables hein, pour répondre effectivement à votre question. Voilà, c'est 6 jours ouvrables, hein, donc de ce compte d'engagement citoyen, enfin ce compte d'engagement citoyen, ce congé, pardon, ce congé pour de responsables et de bénévoles effectivement d'associations est tout à fait dans la limite de 6 jours ouvrables par an, mais je rappelle les non rémunérés, sauf accord d'entreprise. Voilà, Alors la question c'est était, bien 6 jours parce que ouvrables. je ne suis pas sûr que tout le monde lise les questions. La question était: est-ce que c'est 6 jours ouvrés, ouvrables ou calendaires? Donc, C'est ça, donc c'est bien pour 6 jours préciser. ouvrables. Voilà, par rapport à ça. Voilà. Bien, donc on va aborder maintenant le thème suivant. Alors je suppose que vous voyez, sauf erreur de ma Oui, la part, loi du 22 avril euh, 2024, impact de la maladie la sur maladie l'acquisition et sur la prise de l'acquisition et congés la prise de payés. congé. Bien. Donc alors c'est une loi, si vous voulez, on va partir vraiment concernant cette loi sur les grands principes de cette loi. D'accord? Donc on va, parce que bon, il faudrait beaucoup de temps pour rentrer dans toutes les précisions techniques. Donc ce que je vous propose, c'est aborder 4 points. Premièrement, l'acquisition, bien sûr, des droits à congé. Ensuite, on abordera tout ce qui touche la prise de congé, une fois que j'ai acquis des droits à congé. D'accord? La prise de congé, quelle information je dois donner au salarié qui revient de congé maladie? Et puis enfin, je reviendrai sur un quatrième point qui est la date d'application. Alors, comme je serai amené à aborder effectivement que les grands principes, rassurez-vous, il est prévu effectivement que je vous donne de la documentation complémentaire. Donc, vous aurez dans un diapo de la documentation complémentaire. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, première chose, effectivement, qui me paraît importante, donc je rappelle que ça met fin à la jurisprudence, à un certain nombre de dispositions, et qu'aujourd'hui, c'est concrètement, je suis malade, quel est l'impact sur les congés payés? C'est ça. Hein. Est-ce que finalement la maladie a un impact ou pas sur les congés payés? Hein, c'est la grande réponse à la question. Donc, on va distinguer deux types de cas. Premier cas, c'est en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié peut acquérir des congés payés pendant toute la durée de l'absence à ce titre. Donc ça, c'est effectivement important. Hein. Quand je suis en accident du travail, en maladie professionnelle, j'acquiers des congés pendant toute la durée de l'absence à ce titre. D'accord? Donc, dans la loi, je parle des personnes qui ne relèvent pas de la Convention collective de la sécurité sociale. Je rappelle que c'est 2,5 jours ouvrables par mois que j'acquiers de congés payés dans la limite de 30 jours ouvrables. Donc concrètement, qu'est-ce qu'un jour ouvrable? Un jour ouvrable, c'est tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours fériés. Donc dans une semaine, vous avez 6 jours ouvrables. En fait, s'il n'y a pas de jour férié. Donc 30 jours ouvrables, si je divise par 6, ça fait les fameuses 5 semaines de congés payés. Hein. Donc dans la loi, j'ouvre droit à 2,5 jours ouvrables quand je suis en accident du travail. Voilà. Hein. Donc, et que j'acquiers des congés payés dans ces cas-là. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est... alors maintenant, je vais distinguer, suivant l'ancienneté, pour la convention collective de la Sécu. Donc ce que j'ai dit au préalable, c'est valable pour tout le monde. Maintenant, je vais aborder la convention collective du régime général de la sécurité sociale. Hein. Il faudra distinguer, bien sûr, les salariés qui ont moins de 6 mois de présence et les salariés qui ont plus de 6 mois de présence.
En ce qui concerne effectivement les salariés qui ont moins de 6 mois de présence, comme vous le savez, il n'y a pas de maintien de salaire, d'accord? Il n'y a pas de subrogation, hein, comme vous le savez. Donc, ils acquièrent des congés en application du Code du travail, c'est-à-dire qu'ils vont acquérir 2 jours et demi ouvrables par mois de présence. Pour ce qui concerne effectivement les personnes qui ont plus de 6 mois d'ancienneté, donc là, ils s'ouvrent droit à des congés, hein, par rapport à ça. Et là, ils s'ouvrent droit à des congés en application des dispositions conventionnelles. Donc, vous savez, les 27 jours ouvrés. Donc, ça veut dire, chers collègues, de la sécurité sociale du régime général, que ça ne change rien à ce qui existait, en fait, hein. C'est, je dirais, comme avant. Voilà. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas d'impact sur tout ce qui est donc accident du travail. Maintenant, je vais prendre les accidents ou maladies d'origine non professionnelle. Donc là aussi, dans un premier temps, je vais aborder la loi, donc ce qui est prévu pour l'ensemble des personnes qui m'écoutent, sauf s'ils ont un accord collectif différent. Puis après, j'aborderai la spécificité des organismes de sécurité sociale, hein. Ça sera le seul cas, le seul thème où je l'aborderai, hein. Donc, toujours, la loi prévoit donc la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des absences pour maladie, pour accident ou maladie d'origine non professionnelle, hein. Dans ces cas-là, dans la loi, il est prévu non pas 2,5 jours ouvrables par mois si vous êtes en accident ou maladie d'origine non professionnelle, mais il est prévu 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables. Donc, par an, 24 jours ouvrables, je rappelle qu'il y en a 6 par semaine s'il n'y a pas de jour férié, je divise 24 par 6, ça doit faire 4. Donc, ça vous fait 4 semaines, effectivement, de congés par an, hein, en cas d'accident de maladie d'origine professionnelle, hein, auquel vous avez droit, hein. Après, on va voir si vous pouvez les prendre. C'est 2 points différents. Donc, ensuite, je vais prendre effectivement la diapo suivante. Toujours pareil, sur l'acquisition effectivement des droits, avant que j'aborde effectivement la fameuse prise effectivement des congés. Donc, en ce qui concerne l'acquisition des droits, ce qui est important, c'est que les salariés en arrêt maladie non rémunéré ou en arrêt maladie rémunéré de plus de 12 mois peuvent bénéficier, comme il est prévu dans la loi, de 2 jours ouvrables par mois, d'accord, de présence. Donc, ils auront effectivement 2 jours ouvrables par mois de présence. Donc, je rappelle, pour les salariés qui sont en maladie non rémunérée et ceux qui sont en arrêt maladie rémunéré depuis plus de 12 mois, donc qui seraient malades depuis plus de 12 mois. Voilà. Pour les salariés dans la convention collective de la sécurité sociale, dans les conventions collectives de la sécurité sociale du régime général, les salariés en arrêt maladie rémunérés de moins de 12 mois, d'accord, doivent bénéficier des congés payés en application des dispositions conventionnelles. Donc, si vous êtes en arrêt maladie de moins de 12 mois, en arrêt maladie rémunéré, je le rappelle, donc si vous avez plus de 6 mois de présence, vous avez effectivement possibilité de bénéficier de congés payés en application effectivement de dispositions conventionnelles. Voilà. Donc, je rappelle que pour les dispositions conventionnelles, c'est bien sûr les fameux 27 jours ouvrés, hein, pour ce qui concerne les congés principaux, par an, par mois. Voilà. Voilà, alors ça va, hein, sur l'acquisition. Alors, excusez-moi, je réponds à une question que je viens de voir s'agissant de dons de jours pour l'engagement bénévole. S'applique également à l'absence d'accord collectif le précisant. Eh bien, je suis en attente du décret parce que ça, c'est pas encore applicable. Donc, on verra précisément ce qu'il y a dans le décret. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que si l'employeur est d'accord, qu'est-ce qui pourrait s'y opposer, hein, par rapport à ça, hein. Encore faut-il qu'il soit toujours d'accord pour ce don de jours pour engagement bénévole. Voilà. Mais je suis en attente du décret parce que cette partie-là sur le don de jours n'est pas encore applicable. Voilà. Donc, j'ai abordé, je reviens à mes fameux congés payés, je sais que ça, c'est quelque chose qui est très attendu. J'ai abordé l'acquisition, maintenant, je vais prendre la prise de congé. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez, je vais vous prendre le principe tel qu'il résulte du Code du travail. Et ce que je vais vous proposer, c'est prendre un exemple pour être le plus concret, le plus opérationnel possible. Alors, je cite le Code du travail qui dit que lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité pour cause de maladie ou d'accident de prendre au cours de la période de prise de congé tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de 15 mois avant de pouvoir les utiliser. D'accord? Donc, j'ai 15 mois afin de pouvoir les utiliser, hein. Donc, je vais prendre un exemple concret, hein. Je parle bien sûr des congés non pris du fait d'un arrêt maladie en cours depuis moins d'1 an à l'expiration de la date d'acquisition. Alors, vous savez, dans l'institution ou pas, dans l'institution sécurité sociale, les congés que j'acquiers entre le 1er juin de l'année N-1 et le 31 mai de l'année N, je peux les prendre entre le 1er mai de l'année N et le 30 avril de l'année N+1. Donc, je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre l'exemple d'un salarié qui est en arrêt maladie à compter du 1er avril 2023.
D'accord? Donc à compter du 1er avril 2023. D'accord? S'il est toujours absent pour maladie au 30 avril 2024, il n'a pas pu prendre effectivement les congés qu'il avait acquis au titre du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, puisqu'il est en arrêt maladie au 30 avril 2024. Mais il a une absence de moins d'un an au 31 mai 2023. Je dis bien, il a une absence de moins d'un an au 31 mai 2023. D'accord? Ce qui est la première date d'acquisition des congés. Hein, puisqu'il était au 1er avril 2023, à partir du 1er avril 2023 en arrêt maladie. Donc avril, mai, ça fait 2 mois d'arrêt maladie. D'accord? Par rapport à ça. Donc, comme il bénéficie dans ces cas-là de l'impossibilité de prendre ses congés, bien sûr, au 30 avril 2024, dans ces cas-là, effectivement, il bénéficie d'une période de report de 15 mois, d'accord, à partir du moment où il reçoit l'information. D'où l'importance d'envoyer le plus rapidement possible l'information, effectivement, aux salariés. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est effectivement l'hypothèse, je dirais, hypothèse 1. D'accord? Là, on va prendre maintenant 2 autres cas. Voilà, comme je ne vois pas, je continue. Je suis désolé, j'espère que tout va bien, que c'est fluide. Donc là, je vais prendre les congés non pris du fait d'un arrêt en cours depuis plus d'un an à l'expiration de la période d'acquisition. Je rappelle, la période d'acquisition qui se termine au 31 mai l'année N. Hein, donc, il est absent depuis avant le 1er juin l'année N-1, pour être le plus concret possible. Si le salarié reprend avant l'expiration de la date de report, la période de report de 15 mois à compter de la période d'acquisition n'a pas expiré. Elle est suspendue jusqu'à l'information de l'employeur. Alors, je vais prendre un exemple le plus concret possible, parce que quand je dis ça, je dis « Ouh là là, qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Je vais prendre un exemple très concret et très opérationnel. Alors, je vais prendre par exemple un salarié qui est en arrêt maladie à compter du 1er avril 2023. D'accord? Là, il a acquis aussi des congés. Hein. J'ai vu les congés qu'il avait acquis, bien sûr, jusqu'au 31 mai 2023. Mais il a acquis aussi des congés sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Donc là, maintenant, je vais évoquer les congés acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Ils sont à prendre dans un délai de 15 mois à compter du 1er juin 2024. Alors, 15 mois à partir du 1er juin 2024, c'est jusqu'au 31 août 2025 inclus. Ça fait 15 mois. Hein, des congés. Et vous voyez bien qu'au 31 mai 2024, il est absent depuis plus d'un an. Hein, depuis plus d'un an à l'expiration de la période d'acquisition. Hein, donc, il est vraiment absent depuis plus d'un an. Dans ces cas-là, effectivement, il a possibilité de prendre effectivement ses congés. Alors, admettons qu'il revienne le 11 février 2025, le délai de 15 mois sera suspendu jusqu'à notification de son droit à congé par l'employeur. Donc, je prends un exemple très concret. Si l'employeur notifie le droit à congé, par exemple, le 20 février 2025, le délai de prise restant à courir sur les 15 mois, finalement, expirera le 10 septembre. Pourquoi? Parce que normalement, c'était jusqu'au 31 août, effectivement, 2025. Mais comme on a mis 10 jours pour envoyer cette lettre, ça va être reporté, effectivement, de 10 jours. Voilà. J'espère, effectivement, c'est clair. Donc ça, c'est quand il y a un arrêt maladie, effectivement, de longue durée. Ensuite, je vais prendre le dernier cas. D'accord? En cas de congé non pris du fait d'un arrêt en cours depuis plus d'un an, à l'expiration de la période d'acquisition. Donc là, c'est le cas si le salarié reprend à l'expiration de la date de report. Dans ces cas-là, s'il reprend après l'expiration de la date de report, la période de report de 15 mois à compter de la période d'acquisition a expiré. Les congés non pris dans ce délai sont perdus. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas parce que je suis malade pendant 5 ans que je vais vous avoir 24 jours ouvrables pendant 5 ans. Je n'ai jamais dit ça. Hein, donc, j'acquiers des droits, mais si je ne peux pas les prendre, je ne peux pas les prendre. Alors là aussi, je vais essayer de vous éclairer et d'être le plus concret possible. Je prends toujours mon salarié que ton arrêt maladie depuis le 1er avril 2023. Donc, il a acquis des congés sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Toujours pareil, ils sont toujours à prendre, je l'ai dit tout à l'heure, dans un délai de 15 mois à compter du 1er juin 2024. Au 31 mai 2024, il est absent, bien sûr, depuis plus d'un an. On est bien d'accord par rapport à ça. Donc, il a jusqu'au 31 août 2025 pour les prendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Imaginez effectivement qu'ils reviennent le 3 ou 4 septembre 2025, donc après effectivement le 31 août 2025, ces congés sont perdus. Ça, c'est vraiment important, ces congés sont perdus. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors, j'espère vous avoir éclairé sur cette règle. J'ai essayé de prendre des exemples concrets pour être le plus précis possible.
Voilà. Et ça met fin, si vous voulez, à une certaine forme d'incertitude juridique, toutes ces règles, pour être tout à fait clair, parce qu'il y avait des arrêts de la Cour de cassation qui étaient déjà parus par rapport à ça, afin d'appliquer, bien sûr, le droit de l'Union européenne. Voilà. Donc, Est-ce qu'il y a des questions, Arnaud, sur ces points qui non, sont toujours pas. peut-être toujours Euh, pas? non, accident de travail, accident de trajet, c'est pas accident de travail. Voilà, c'est deux choses effectivement différentes. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. Donc maintenant, ce que je vais aborder, c'est la notification effectivement du droit à congé. Donc l'information, effectivement, doit porter à la fois, bien sûr, parce qu'il faut bien vous notifier effectivement les droits à congé, ça doit porter à la fois sur le nombre de jours de congé dont il dispose et la date à laquelle ces congés doivent être pris. Donc c'est important. Vos salariés qui reviennent aujourd'hui de congé maladie, c'est important de notifier effectivement les droits à congé dans le mois qui suit la reprise de travail. Dans le mois qui suit la reprise de travail. C'est important. Et plus vous décalez, plus vous avez un risque de décaler aussi la période de prise de congé. Donc faites-le vraiment très rapidement, effectivement, par rapport à ça. Voilà. Alors voilà, et je vais terminer sur la date d'application des mesures. Donc là aussi, je reste sur les grands principes, hein, sur vraiment les très très grands principes, effectivement, par rapport à ça. Pour rappel, c'est applicable depuis l'entrée en vigueur, effectivement, de la loi. D'accord. Donc la loi, donc, le 24 avril, pour la période courant depuis le 1er décembre 2009. Ça veut dire que vous avez une rétroactivité jusqu'au 1er décembre 2009. D'accord. Donc, tant à la fois concernant la limitation, donc ça c'est le principe. On verra qu'après, il y a des détails techniques. Je reste vraiment sur les grands principes, tant sur la limitation du nombre de jours de congé que le délai de report. Donc, pour les contrats effectivement en cours, les demandes doivent être faites au plus tard le 23 avril 2026. D'accord. Donc, bien sûr, je parle des congés, par exemple, qui sont terminés en 2016, 2017, 2018, etc., 2019, ils doivent être faits au plus tard le 23 avril par le salarié. Et pour les contrats rompus avant l'entrée de la loi, exemple, vous avez un contrat qui a été rompu, je dis n'importe quoi, le 1er février 2024. D'accord. Dans ces cas-là, le salarié doit formuler sa demande de régularisation dans les 3 ans suivant la rupture du contrat. Voilà. Donc là, ça met fin vraiment à l'incertitude, y compris sur la date de rétroactivité, qui est le 1er décembre, effectivement, 2009. Alors, bien sûr, j'ai essayé d'être le plus précis possible, de voir effectivement les grands principes. J'espère que ça a été clair pour vous. Mais bien sûr, il faudra aller plus loin et il faudrait aborder une multitude de cas. Donc, si vous voulez, par rapport à ça, je vais vous donner 2 possibilités d'information. Je vais distinguer, si vous voulez, entre les collègues qui travaillent dans l'institution sécurité sociale régime général et les autres. D'accord. Pour les personnes qui travaillent dans l'institution sécurité sociale régime général, vous avez une lettre circulaire effectivement de Lucans qui est parue effectivement sur ce sujet. D'accord. Assez récemment. Donc, pour être très précis, c'est une note technique qui date du 31 mai 2024. Donc, vous voyez, c'est très récent, que je vous conseille très fortement de lire, parce qu'elle prend en compte de quantité d'exemples. C'est très bien illustré, énormément illustré, et c'est vraiment très important pour vous. Donc, pour les collègues qui sont hors institution, vous avez dans le Code du travail numérique, donc qui travaillent dans les entreprises privées ou à la MSA, je vois qu'il y a des collègues qui sont de la MSA, et ben vous pouvez très bien effectivement regarder dans un document qui s'appelle les codes du travail numérique. Dans ce code du travail numérique, vous avez effectivement des précisions. Alors, vous avez des infographies, vous avez énormément de choses. C'est vraiment très intéressant. Et on rentre vraiment dans les détails. Et c'est vraiment quelque chose de très, je trouve, de très important. Voilà Vous un avez petit les peu. 2 liens qui viennent de vous être donc, communiqués par Mathilde dans le chat. Vous pouvez les Voilà. accéder directement. Voilà, comme ça, vous les avez directement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces points. Alors, Non. Arnaud, est-ce que tu Alors, attends, je regarde, identifies? j'essaie de remonter, mais je pense qu'il n'y a pas de question particulière, effectivement, par rapport à ça, sauf erreur de ma part. Voilà. Donc, maintenant, on va complètement changer de sujet. J'ai abordé, bien sûr, tout ce qui concerne les congés que j'acquiers pendant un congé maladie, d'accord? Maintenant, je vais aborder les aides liées au contrat de professionnalisation, le CPF, parce qu'il y a eu 3 décrets. Donc, ce que je vais vous dire, c'est applicable ici et maintenant. C'est important, parfois je vous dis c'est des projets. Ce que je vais vous dire maintenant est applicable ici et maintenant. Alors, ces 3 décrets sont lesquels? Vous avez tout d'abord le décret qui porte suppression de l'aide au contrat de professionnalisation.
j'en aborderai. Le décret relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au CPF. D'accord. Et enfin, tout ce qui touche le permis de conduire, où il y a eu, effectivement, on est revenu sur les dispositions applicables au 1er janvier 2024. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc, on va démarrer par un petit sondage, si tu en es d'accord, Sylvain. Je vais vous laisser répondre effectivement au sondage. Alors, comme tout à l'heure, vous allez avoir un petit pop-up qui va s'afficher. Donc, la suppression de l'aide d'État de 6 000 euros, elle concerne, réponse 1, à ce jour que les contrats de professionnalisation, ou réponse 2, les contrats de professionnalisation et d'apprentissage. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, les résultats commencent à s'afficher. Donc, on a quand même une majorité pour l'instant qui se dessine, Arnaud, sur la réponse 1. 79% ne concernent à ce jour que les contrats de professionnalisation. Ça, c'est la majorité qui répond cela, presque 80%. Et 20% sont plutôt, je pense que c'est plutôt la réponse 2. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, donc là, effectivement, je dirais, c'est que ça concerne que les contrats de professionnalisation. Je rappelle qu'il y avait une aide, effectivement, de 6 000, effectivement, euros qui existait, je dirais, pour les contrats de professionnalisation qui aujourd'hui n'existent plus. Donc, je rappelle, parce que maintenant, c'est du passé pour les nouveaux contrats qui sont signés, d'accord? Je rappelle que pour ces contrats, il y avait effectivement cette aide de 6 000 euros. Donc, il fallait répondre à plusieurs conditions, hein. Bien sûr, il fallait que la personne en contrat pro ait moins de 30 ans. Hein, ça, c'était effectivement important. Il fallait bien sûr que ça soit un titre à finalité professionnelle d'un niveau maximum bac plus 5. Et on avait des conditions différentes pour les moins de 250 et les plus de 250, parce que les entreprises de plus de 250 salariés devaient répondre également, bien sûr, à d'autres conditions. Donc, les entreprises de plus de 250 salariés devaient répondre à d'autres conditions, notamment un certain nombre de pourcentages de contrats liés à l'apprentissage ou au contrat pro dans l'entreprise et à l'alternance. Donc ça, cette aide de 6 000 euros est terminée, cette aide d'embauche de 6 000 euros, cette aide de l'État de 6 000 euros, cette aide principale est terminée finalement en faveur des alternants, est terminée effectivement, est désormais complètement révolue. D'accord, il y a d'autres aides de l'État qui existent, hein, voire de Pôle emploi qui existent, ça, j'en parlerai pas, mais cette aide spécifique, effectivement, est tout à fait révolue. Il ne concerne désormais que les contrats d'apprentissage. Voilà. Ensuite, autre On passe à question. une deuxième, on ne perd pas le rythme, un deuxième sondage. Lorsque j'utilise mon CPF, je n'ai pas à participer au financement de la formation si j'ai suffisamment d'argent sur mon compte. Je dois participer dans tous les cas à hauteur de 100%. Ou réponse 3, je participe en principe à hauteur de 100%, mais il y a des cas d'exonération. Et vous allez avoir le pop-up qui va s'afficher tout de suite pour pouvoir choisir la réponse qui vous semble la plus correcte. Donc, je répète, question 3. Lorsque j'utilise mon CPF, je n'ai pas à participer au financement de la formation. Réponse 2, je dois participer dans tous les cas à hauteur de 100%. Ou réponse 3, je participe en principe à hauteur de 100%, mais il y a des cas d'exonération. Donc, alors là, c'est un peu plus partagé, hein. On est à 20% sur la réponse 1, 33% réponse 2 et un peu moins de 50% sur la réponse 3. Eh ben, c'est Arnaud. effectivement la réponse 3 qui est tout à fait bonne. Donc, sachez effectivement que le décret est paru. Maintenant, quand vous avez une formation au titre de votre CPF, mais si vous avez l'argent suffisant sur le CPF, admettons que j'ai une formation qui coûte 3 000 euros et que j'ai 4 500 euros effectivement au niveau du CPF, d'accord? Dans ces cas-là, même si j'ai 4 500 euros, je devrais participer à hauteur de 100 euros. Alors, quand je dis que je dois participer à hauteur de 100 euros, ça va être valorisé chaque année. Hein, ça sera valorisé en fonction d'un indice, hein, ces fameux, effectivement, 100 euros. Aujourd'hui, c'est 100 euros. Alors, effectivement, comme c'est indiqué, il y a des cas d'exonération. Hein. Quels sont effectivement les cas d'exonération qui existent? Eh bien, déjà, sachez, ça c'est important, que votre employeur peut abonder, s'il le souhaite, la formation.
Admettons que la formation coûte 3 000 euros, il peut très bien décider de vous donner l'argent effectivement supplémentaire pour financer cette formation. Ça coûte par exemple 4 000 euros, je dis n'importe quoi. Donc là, en cas de prise en charge par l'employeur, il y a bien une exonération de ces 100 euros. Donc si l'employeur abonde, il faut qu'il soit d'accord, il y a bien une exonération. Quand c'est un opérateur de compétences également, un OPCO, c'est également effectivement le cas. Sachez qu'il y a d'autres personnes également, et ça c'est important, qui sont exonérées de cette participation de 100 euros. C'est par exemple les demandeurs d'emploi. Donc c'est effectivement le cas, les personnes aussi qui relèvent du compte de prévention professionnelle, etc. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc ensuite, on va aborder effectivement le troisième sujet. Si vous êtes, est-ce que sur ce point, vous avez… Oui, Rémi, oui, l'employeur peut prendre en charge ces 100 euros, mais Rémi, c'est tout à fait cela. Juste ce que je voulais vous dire, Rémi, c'est que c'est une décision qui lui appartient effectivement à l'employeur. Dans ces cas-là, il n'a aucune obligation à chaque fois d'abonder, bien sûr, le CPF. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Rémi. Voilà. Ensuite, effectivement, je vais aborder tout ce qui est décret lié au contrat de professionnalisation et CPF, le troisième décret. Alors, on est un peu revenu en arrière, c'est sur les véhicules terrestres à moteur. Alors, sachez quand même que le CPF, donc j'ai les chiffres là, les derniers chiffres, c'est un total de 2,3 milliards d'euros chaque année, le CPF, au niveau du coût des formations. Sur ces 2,3 milliards d'euros, il y a 16% qui va concerner les permis de conduire. La dernière conférence droit du travail, je vous avais dit que tous les permis, effectivement, désormais, tous les permis de conduire sont éligibles. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors là, on a un peu changé la donne, notamment pour les véhicules terrestres à moteur du groupe léger. Les véhicules à terrestre du groupe léger, d'accord. Lorsque vous avez déjà un premier permis terrestre à moteur du groupe léger, vous n'allez pas pouvoir passer à un autre permis pour utiliser votre CPF. Alors, je prends un exemple, par exemple, si je passe d'un permis moto classique à un permis voiture, ça ne pourrait pas être financé par le CPF. Voilà. Par contre, si jamais vous passez d'un permis léger à un permis poids lourd, par exemple pour conduire, je cherchais un autobus ou ce genre de choses, c'est important, là, pas de problème, vous allez pouvoir utiliser votre CPF. Mais on est revenu un petit peu en arrière, si vous voulez, et que pour un deuxième permis, il ne faut pas que ça soit un permis léger si vous êtes déjà bénéficiaire d'un permis léger. Voilà. Voilà un petit peu concernant par rapport à ça. Voilà. Alors pour les personnes RQTH, c'est une question de Anne. Il peut y avoir des aides complémentaires, Anne, par rapport à vos questions, notamment au niveau de la GFIP. Alors, autre. Bien, et bien voilà pour ces questions. Donc maintenant, on va aborder le projet de loi sur la simplification économique. Alors franchement, je vais y passer à peine 10 secondes. Donc ça va être effectivement très rapide. Alors l'idée sur ce projet de loi simplification, c'est que vous savez désormais qu'il y a un certain nombre de projets de loi. Vous n'êtes pas savoir que l'Assemblée nationale a été dissoute et qu'on avait finalement plusieurs projets de loi. Sachez que ces projets de loi sont suspendus. Donc, on avait bien sûr un projet de loi sur la simplification économique. Quand je dis qu'il est suspendu, c'est que je ne sais pas s'il va être repris, en fait, par la suite, avec la nouvelle législature qui se réunira à partir du mois de juillet. À partir effectivement du mois de juillet, au moins à partir du 18 juillet. Donc, je ne sais pas si ce projet de loi soit repris. Donc, il y avait des. C'est pour ça que je ne rentre pas trop de détails. Il y avait des points sur le bulletin de paye simplifié, sur la simplification des démarches administratives avec la suppression des CERFA, la généralisation de la médiation. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas applicable. Il y a 2 propositions de loi qui sont également en suspens. D'accord. Ces 2 propositions de loi qui concernent le droit du travail. D'accord. C'est qu'il y avait une proposition de loi sur la discrimination capillaire. Bon, pour l'instant, elle est suspendue. Et il y avait aussi une proposition de loi sur les testings, notamment les testings en entreprise. Donc tout ça, c'est suspendu. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire effectivement par rapport à ça. Voilà. Alors ensuite. Donc, si vous avez toujours des questions, vous pouvez utiliser. Alors, on ne peut pas Bien répondre à sûr. toutes les questions. Arnaud répond aux questions d'ordre général. Ouais, On ne peut pas c'est ça. répondre à l'ensemble des questions très On précises. essaye, on essaye de répondre effectivement à tout. Voilà. Alors, maintenant, je vais aborder avec vous les actualités jurisprudentielles autour de 5 points. Tout d'abord, le temps partiel, effectivement, pour inaptitude. On abordera les conditions d'ancienneté pour bénéficier des ASC du CSE, l'utilisation de la messagerie d'entreprise, le droit de retrait et la retenue sur salaire. Et enfin, faut-il prévenir le salarié de son licenciement par téléphone? C'est un certain nombre de questions qu'on peut être amené à se poser. Donc, première question. Y a-t-il désormais une condition d'ancienneté pour bénéficier des aides du CSE?
Alors, attends. Hop. Je vous envoie le sondage tout de suite. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Donc, dernière question. Faut-il une condition d'ancienneté pour bénéficier des aides du CSE? On est, bah, là, c'est assez tranché, Arnaud, 70%, un peu moins de 70%. Ah, ça se rééquilibre, 62% pour le non, 38% sur le oui. Donc, Alors la bonne réponse est non. Il est plus nécessaire d'avoir une condition d'ancienneté pour bénéficier des aides du CSE. Hein, ça, c'est vraiment encourageant et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Hein, c'est un arrêt de la Cour de cassation, je pense que vous le voyez à l'écran, du 3 avril 2024, qui interdit désormais au CSE de subordonner l'accès aux activités sociales et culturelles à une condition d'ancienneté. Hein. Donc cet arrêt interdit au CSE de subordonner l'accès aux activités sociales et culturelles à une condition d'ancienneté. Hein. Donc ça, effectivement, c'est effectivement important. C'est-à-dire très très concrètement, il y avait une tolérance de l'URSSAF qui existait par lequel on pouvait avoir jusqu'à 6 mois, on pouvait réserver les activités sociales et culturelles, par exemple les bons cadeaux, les choses comme ça, hein, c'est ça, les aides du CSE en fait, tout ce qui est aide, secours et puis tout ce qui est dispositif CSE, hein, voilà, activités sociales et culturelles à 6 mois. Donc on pouvait très bien, on pouvait y avoir des règlements de CSE qui disaient voilà, il faut avoir 6 mois de présence pour avoir droit aux activités sociales et culturelles du CSE. Désormais, cela effectivement est terminé. Toute personne doit bénéficier des activités sociales et culturelles dès le premier jour d'embauche. Alors, c'est d'autant plus intéressant. Par exemple, moi, je suis, mettons qu'il y a une aide, alors, n'importe quoi, hein. Il y ait 100 euros, par exemple, pour, je sais pas, chèque cinéma, chèque culture, etc. Admettons que moi, j'ai, par exemple, deux mois, je suis en CD depuis 2 mois, j'ai quand même droit à ces aides et je ne peux pas limiter les aides à condition d'avoir 6 mois ou 5 mois ou 4 mois ou 3 mois d'ancienneté. Dès le premier jour, l'ensemble de ce qui est des aides du CSE, dans ce qui est géré par ces activités sociales et culturelles, est accessible à tous. Ça, c'est vraiment un vrai changement qui est effectivement important. Voilà. Et ça va avoir un impact, bien sûr, sur le budget des CSE. Donc actuellement, les CSE sont en train de réfléchir, de savoir comment on va faire effectivement par rapport à ça. Alors, est-ce que ça va par rapport à ça? Est-ce qu'il y a effectivement par rapport à ça? Voilà. Euh, Alors, on parle de tout ce qui est activité sociale et culturelle. Hein. Donc, en l'espèce, c'était une activité sociale et culturelle. Ce n'était pas un prêt d'achat véhicule. Donc là, c'est une activité sociale et culturelle hein, en l'espèce. Voilà. Donc, autre chose, un employeur, et ça c'est un autre point, un employeur ne peut licencier un salarié sur le contenu de courriel à caractère raciste ou xénophobe envoyé depuis sa messagerie professionnelle dès lors que ceci s'inscrivait dans le cadre d'échanges privés au sein d'un groupe restreint de salariés et qu'aucun manquement à une obligation professionnelle n'était établi. Voilà. Ouais, mais alors Anonymous me dit l'URSSAF ne s'est pas prononcé. J'entends Anonymous, mais l'URSSAF avait mis une tolérance de 6 mois. Ce qui va prévoir, c'est la jurisprudence par rapport à ça. D'accord? C'est la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc la jurisprudence va pouvoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez des CSE qui mettent des conditions d'ancienneté, il y a un risque. Alors un risque, hein, moi je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir, hein, mais il y a effectivement un risque, effectivement, il y ait que ces activités sociales et culturelles soient, par exemple, hein, soumises à cotisation. Hein, voilà, pour prendre un exemple concret. Voilà. C'est une tolérance de la part de l'URSSAF. Voilà. Alors, un employeur ne peut licencier effectivement un salarié sur le contenu de courriel à caractère raciste ou xénophobe envoyé depuis sa messagerie professionnelle, dès lors que ceci s'inscrivait dans le cadre d'échanges privés au sein d'un groupe restreint de salariés et qu'aucun manquement à une obligation professionnelle n'était établi. Hein. Donc là, c'était un arrêt de la Cour de cassation, là aussi qui vient de paraître. Alors, c'est un organisme de sécurité sociale en l'espèce, et c'était quelques personnes au sein de cet organisme de sécurité sociale qui s'échangeaient au travers des courriels où c'était marqué personnel et confidentiel, des messages à caractère raciste et xénophobe. D'accord? Et en l'espèce, une erreur d'envoi, comme ça arrive dans ces cas-là, et ça arrivait à une boîte où ce n'aurait effectivement pas dû arriver. Hein, voilà. Et en clair, les personnes ont été licenciées, les personnes concernées ont été licenciées de cet organisme de sécurité sociale. Alors la Cour de cassation a dit qu'en fait, il n'y avait aucun manquement à l'obligation professionnelle qui était établie. D'accord? Il y avait eu, je crois, 9 messages hein, qui avaient été envoyés, donc et c'est aussi basé là-dessus en l'espace de 11 mois. Hein, qui avait été envoyé hein, dans cet arrêt de la Cour de cassation. Donc, dès lors que ça a eu aucune incidence
d'accord, sur les relations avec les usagers ou les collègues, on ne pouvait pas effectivement licencier le salarié. C'est ce qu'on appelle le respect effectivement de la vie privée. Il n'y avait aucun manquement à l'obligation du contrat de travail qui n'avait été noté. Ça aurait été différent si bien sûr le salarié usait d'insultes xénophobes et racistes à l'égard de ses collègues ou à l'égard bien sûr ou avait un comportement disons discriminatoire à l'égard des usagers. Hein, voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est effectivement en l'espèce par rapport à cet arrêt de la Cour de cassation. Alors c'est assez intéressant cet arrêt de la Cour de cassation parce qu'il y a eu un arrêt, c'était le 22 décembre 2023 de tête également, sur quelqu'un qui avait injurié carrément un des managers de l'entreprise, hein, c'est dans le cadre d'une entreprise, sur son compte Facebook privé. À l'époque, pareil, il avait été licencié, c'était un Facebook, c'était vraiment privé, hein, c'était que quelques personnes. On avait estimé que la Cour de cassation avait estimé que le licenciement était injustifié. Par contre, il y a eu une autre affaire qui datait, je crois, il y a 4 ans, où c'était une entreprise de prêt-à-porter, ou dans le cadre d'un Facebook privé aussi, hein, dans le cadre d'un Facebook privé, où quelqu'un dévoilait la nouvelle collection de prêt-à-porter de cette entreprise. Hein. Il faut savoir effectivement que cette personne a été licenciée, que le licenciement a été considéré tout à fait légitime par la Cour de cassation, il était avec cause réelle et sérieuse, parce qu'il avait une obligation de confidentialité. Donc là, c'est un manquement à une obligation professionnelle. Voilà, donc on va continuer effectivement pour la suite. Voilà. Donc, on va parler, ça permet de faire un point d'ailleurs sur ce sujet, c'est danger grave imminent. C'est un arrêt de la Cour de cassation extrêmement récent. Hein. J'essaie de vous envoyer des arrêts de la Cour de cassation extrêmement récents. C'est un arrêt effectivement du 22 mai, je dirais, 2024. Lorsque les conditions de droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire sans que l'employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé l'exercice de ce droit de retrait par le salarié. Donc, il s'agit, vous savez, du droit de retrait en cas de danger grave et imminent. Comme je m'estime quand j'estime effectivement avoir en face de moi un danger grave et imminent, j'ai la possibilité de ne pas aller à mon poste de mon travail, de me retirer effectivement de ce poste de travail. Alors c'est quoi le danger grave et imminent? Bon, je prends quelques exemples concrets que j'ai vus en jurisprudence. Ça peut être un processus de fabrication que j'estime dangereux, ça peut être une absence d'équipement de protection, ça peut être aussi un risque d'agression, ça peut être un véhicule, un équipement qui est défectueux également. Hein. Donc effectivement, ça c'est ce qu'on appelle, je dirais, le droit de retrait. En l'espèce, c'était une compagnie d'aviation, une compagnie aérienne pour être plus précis, et le personnel navigant de cette compagnie aérienne avait refusé d'embarquer et donc avait usé leur droit de retrait. L'employeur, donc suivi par la Cour de cassation, avait estimé que ce droit de retrait, par la Cour d'appel, pardon, parce qu'en premier temps c'était en Cour d'appel et devant le Conseil de prud'homme, avait estimé effectivement que ce droit de retrait n'était pas justifié. Donc quand le droit de retrait n'est pas justifié, l'employeur a possibilité de faire une retenue sur salaire. Voilà. OK. Alors, ensuite, avant-dernier arrêt, et ça me paraît vraiment intéressant, vous avez l'arrêt quand le licenciement verbal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le licenciement verbal. Alors, licenciement verbal, avertir par téléphone le salarié de la rupture de son contrat avant d'envoyer la lettre de licenciement est considéré comme un licenciement verbal qui, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Quand j'avertis par téléphone le salarié de la rupture du contrat de travail avant d'envoyer la lettre de licenciement, ça peut être considéré comme un avertissement verbal. Bon, là, rien de nouveau sous le soleil, si je puis m'exprimer ainsi, même s'il pleut à Montpellier. Mais bon, c'est un point intéressant. C'était effectivement, alors un licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse. C'était le cas suivant. C'était une DRH qui, le jour de l'envoi de la lettre de licenciement, avait appelé le salarié en disant qu'il était licencié et que donc il n'avait pas à revenir dans l'entreprise parce qu'il était licencié. Alors cette DRH, puisque j'ai lu l'arrêt de la Cour d'appel de Reims, sur lequel il y a eu cassation, a juste, lorsqu'elle a appelé effectivement le salarié, a juste convoqué 2 collègues, il y avait 2 collègues de ce salarié qui ont témoigné en sa faveur après, qui étaient présents lors de ce coup de fil. Donc il faut savoir que on ne doit pas faire un avertissement verbal, on ne doit pas faire un licenciement verbal, on ne doit pas annoncer à quelqu'un qu'il est licencié, ça c'est vraiment important, avant, bien sûr, l'envoi de la lettre de licenciement. Donc, un licenciement verbal, ça serait un licenciement qui serait fait avant, effectivement, l'envoi de la lettre de licenciement, qu'on avertirait la personne par oral. Hein. Donc, en l'espèce, c'est un peu ambigu parce que la lettre de licenciement avait été envoyée le jour où la personne avait été annoncée comme étant licenciée. Hein, donc, c'était un petit peu, je dirais, un petit peu ambigu. Est-ce que c'était avant, c'était après? Donc, c'est important. Par contre, vous avez le droit, quand vous avez envoyé la lettre de licenciement, par exemple, vous l'envoyez le 20 juin,
Vous avez le droit, bien sûr, d'appeler la personne le 21 juin pour dire qu'il est licencié, parce que la lettre de licenciement a été envoyée. Et enfin, dernier point, je vais aborder avec vous le salarié qui refuse une offre. Vous savez qui refuse une offre d'emploi à temps partiel peut être licencié pour inaptitude. Vous savez que le médecin du travail peut faire des préconisations. D'accord. Et que là, le médecin du travail, vous aviez quelqu'un qui était apte à son emploi, c'est une caissière, hein, pour être très précis dans l'arrêt de la Cour de cassation, mais on disait effectivement que cette caissière ne pouvait travailler qu'à mi-temps thérapeutique, c'est un temps partiel thérapeutique sous forme d'un mi-temps thérapeutique. Elle travaillait avant à temps plein, et le médecin du travail a dit, bah voilà, ça peut être un mi-temps thérapeutique. Et le médecin effectivement du travail, effectivement à la matière, avait préconisé le fait effectivement qu'elle fasse un mi-temps thérapeutique. Donc, alors qu'elle travaillait à plein temps. Et là, on a considéré qu'elle a refusé le mi-temps thérapeutique. C'était un licenciement pour inaptitude. Donc, c'était bien licenciement avec cause réelle et sérieuse, mais pour inaptitude, parce qu'elle a refusé un temps partiel. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait d'autres questions ou pas. Non, donc il n'y a pas effectivement d'autres questions. Donc, on va aborder effectivement la suite. Donc, effectivement, il est 57, donc on approche presque effectivement dans la les fin. temps. Presque dans les temps, parfait. Donc, peut-être, alors là, je ne vois plus rien, mais je vais Alors, annoncer. ce qu'on va proposer, c'est que Voilà. nos collègues puissent compléter l'évaluation qui est très importante pour nous, hein. Comme on vous le dit à chaque fois, c'est un petit geste qui vous prend que quelques secondes, allez, une minute ou deux, mais qui nous permet d'ajuster les formats que l'on vous propose. Puis surtout, n'hésitez pas à nous proposer des sujets, que ce soit sur les rendez-vous du droit du travail ou sur des thématiques webinaires en général, puisqu'on est toujours là pour vous écouter et essayer de répondre au mieux à vos attentes. Donc, vous avez le lien qui est adressé en bas à droite, je suis un peu dyslexique, de votre écran, et vous avez la même chose qui vient de vous arriver il y a quelques minutes dans votre boîte mail, si tout fonctionne bien chez nous. Et puis on va peut-être passer, Arnaud, au programme. Je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais donc vous allez retrouver aussi les liens dans le fil de discussion ou sur notre site internet, hein, qui est tout neuf là depuis le début de l'année. Donc n'hésitez pas aussi à le consulter. Et puis comme on vous l'a mis tout à l'heure aussi en introduction, de vous abonner à notre page LinkedIn, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de ce webinaire qui ne sont pas abonnées, et vous pouvez vraiment suivre au quotidien notre fil d'actualité et ne pas louper les événements que l'on vous propose. Donc, le droit du travail numéro 6, Arnaud, à 14 heures et non pas à 13 heures, Oui, le maintenant, ça sera 14 14 heures. novembre. Voilà. 14 novembre. Ouais. Tu peux nous Sur dire la un CAPSA mot aussi. du Ouais. CAPSA? C'est un hors-série sur le droit du travail qu'on vous propose dès Ouais. le 9 septembre de la rentrée. On l'a reprogrammé pour répondre au mieux, le contenu soit adapté aux négociations qui sont en cours avec Lucas. Et est-ce que tu peux nous en dire deux mots rapidement, Ouais. Arnaud? Alors surtout, vraiment, j'insiste beaucoup. Alors la CAPSA, ça va intéresser nos collègues qui sont agents du régime général. Venez effectivement au mois de septembre. Donc on sera avec notamment la responsable juridique de la CAPSA qui sera effectivement présente. Et on va vous parler notamment de la CAPSA. Quels sont vos droits, quelles sont vos obligations, y compris au niveau des services RH, quels sont les droits et les obligations. Dans un contexte, comme vous le savez, où il y a une revalorisation des prestations de la CAPSA. Hein, l'information est parue il y a quelques jours. Il y a une revalorisation des prestations de la CAPSA et on a revu effectivement également les cotisations. Donc on va parler bien sûr de tout ce qui concerne le décès, on va parler de tout ce qui concerne l'invalidité, on va parler des secours de la CAPSA. On va aborder effectivement un certain nombre de points. Donc venez nombreux. Et le deuxième rendez-vous, ça va être le rendez-vous paye en poche. Au mois de septembre, il y a 2 rendez-vous. Et ce rendez-vous de paye en poche qui a lieu, Sylvain, le 24 septembre à 14 heures. Exactement, ça sera maintenant 14 heures. Effectivement, on abordera notamment les sujets des congés payés. Voilà. J'espère qu'on a répondu effectivement à vos questions. Voilà, Et puis il y aura j'espère d'autres que événements qui sont en cours de programmation, mais on vous en dira voilà. plus à la fin de l'été. On prépare de gros événements qui, je pense, intéresseront tout le monde. Et puis on vous communiquera ça à partir de la fin de l'été pour que vous puissiez vous y inscrire. Et on vous souhaite un bel été, puisque je crois qu'on n'aura pas l'occasion de se recroiser, en tout cas sur ce format-là, avant la rentrée de septembre. Bon après-midi à vous et à Merci beaucoup. bientôt. Merci à vous, hein. Au revoir.